Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et nous avons un invité spécial. Vous l'avez connu sur beaucoup de chaînes de télévision sur le continent africain comme grand combattant panafricaniste. C'est une personne dont la voix porte, a porté et continue de porter aujourd'hui. C'est une personne qui est adulée par des dizaines de millions de personnes, tant sur le continent africain que hors du continent africain. Cette personne a choisi aujourd'hui de s'ouvrir à une chaîne de télévision, Africa Television, pour faire pratiquement le tour des points saillants de l'actualité sur le continent africain et particulièrement au Cameroun. Cette personne dont nous parlons aujourd'hui est Patrick Sapak, qui est notre invité spécial. Nous allons aller droit au but en quelques minutes, faire le tour d'un certain nombre de questions concernant la personne et la personnalité de Patrick Sapak. Patrick, bonjour. Bonjour Dalvaris, merci de m'accueillir à la face de la conscience africaine. Je préfère parler de l'Afrique au-delà du Cameroun, même si je suis camerounais. L'Afrique, parce qu'il faudra désormais qu'on s'adresse de manière libre devant le monde entier, sans la moindre rébuffade, sans la moindre fioriture. C'est pour ça que je suis fier d'être ici à Africa Television pour que cette occasion-là soit justement ramassée par moi, afin que j'explique tout ce qui entoure la personnalité de Patrick Sapak, les perspectives, la vision et ce que l'Afrique doit devenir. Merci infiniment Patrick Sapak d'avoir choisi la chaîne de télévision Africa TV pour vous exprimer. Merci d'avoir fait le déplacement parce que généralement vous n'êtes pas au Cameroun, vous vous déplacez beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement pour nos studios de Douala pour pouvoir vous exprimer. Vous savez Patrick, beaucoup de personnes vous connaissent de par le monde entier. Beaucoup de personnes vous connaissent comme une personne qui a beaucoup de connaissances, une personne qui est extrêmement avertie sur les faits qui se déroulent sur le continent africain. Mais en fait, très peu de personnes savent vraiment qui est Patrick Sapak. Quel est le parcours de Patrick Sapak? Quelle est la personne de Patrick Sapak? C'est pourquoi, Patrick, je m'en vais vous poser cette première question. Qui est Patrick Sapak? Alors, Patrick Sapak est né à Bertoua. C'est dans la région de l'Est Cameroun. C'était à 4 heures. 16 mai 1976. Il est né là-bas. Et puis aujourd'hui, il est orphelin et de père et de mère. C'est-à-dire que ma mère est décédée. J'étais à Kuala Lumpur en Malaisie. À cette époque-là, j'étais le directeur marketing d'une société d'importation des huiles à Douala, ici même. Et puis je m'étais rendu en conseil à la production avec le président directeur général de cette société-là à l'époque. C'est là-bas que le 1er mai 2009, j'ai appris que ma mère a perdu la vie au Cameroun. Elle souffrait d'un cancer de sein. C'est pour ça que je m'apprête justement à mettre en place une organisation qui va travailler justement à sensibiliser par rapport à ce phénomène-là. Donc ce cancer avait été découvert très tard. Et l'année dernière, en 2018, j'étais en prison, on va y arriver. Papa est décédé le 10 avril de cette année-là. Et donc c'est pour ça que je dis que je suis orphelin de père et de mère. Alors je vais revenir sur les origines. Patrick Sapak de l'Est, du grand groupe Banvélé, à l'Est Cameroun, à 100%. Et puis, j'ai fait le parcours que j'ai pu faire, c'est-à-dire que j'ai parcouru le Cameroun tout entier pour aiguiser ma conscience intellectuelle. Je suis allé tour à tour à Bertoua, à Belabo, Dian même, qui est mon village. C'est à une trentaine de kilomètres de Bertoua. Je suis allé à l'extrême nord pour commencer le secondaire, c'est-à-dire le lycée mixte de Kousseri. Vous savez, derrière le lycée mixte de Kousseri, on voit Djamena. Je vous le dis parce que vous vous êtes habitué à ce milieu-là. Et donc, j'ai fait 2 années là-bas, 6e et 5e. Je suis redescendu à l'Est pour continuer. Ensuite, Yaoundé. Et après le bac, je me suis engagé dans la communication, mais cette fois dans la communication des organisations. Et puis après, c'était du lourd management. Là, c'est le groupe ESI, haute études commerciales, le réseau canadien que vous connaissez. Ensuite, je suis passé en cycle de PhD, cette fois au Pattison College de Los Angeles. Et généralement, j'aime pas parler de tout ça, mais puisque la rectitude de votre entretien
ou dès que j'y aille, je le fais aujourd'hui. J'aime toujours, j'étais à Calan 3 Bénin un matin, dans un entretien comme celui-ci, il y a une femme qui a appelé, sinon il y avait l'interactivité. Ah, monsieur Sapak, écoutez, vous êtes tellement cultivé, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre cursus? Elle dit, écoutez madame, j'ai 2 diplômes, mon acte de naissance et mon certificat de baptême. Alors, le journaliste est bien. Il dit, non, mais monsieur Sapak, doucement. Il dit, non, mais c'est vrai. Bon, en réalité, c'est que nous avons sur le continent africain plus de 27 000 docteurs, professeurs, agrégés, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais l'Afrique est à la traîne aujourd'hui. L'école est une arme parce qu'elle change notre vision du monde, elle modifie notre attitude vis-à-vis des mutations sociales, et elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement en société. Exact. Parlons de développement, Patrick. Est-ce que vous êtes marié? Oui, père de 4 enfants. Très bien, très bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué un pan important de votre vie, et je me rappelle, nous-mêmes, nous étions à la prison de Kondengui pour vous rendre visite dans des conditions extrêmement difficiles, et c'est en ce moment que vous avez perdu votre papa. S'il vous plaît, Patrick, beaucoup d'Africains ne comprennent pas encore ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre ami de combat, David Eboutou, et de l'autre côté, Amoro Belinga, le PDG de Vision 4? Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après votre arrestation pour qu'aujourd'hui, à la conscience du monde, que tout le monde puisse vraiment savoir, et de visu ou de la bouche de quelqu'un qui a vécu les faits, pas seulement des rumeurs? Merci, Davaris. D'abord, directement, je vais aller sur David pour dire que je n'ai aucun problème avec lui. Et je ne gagnerai absolument rien à avoir un seul problème avec lui. Nous avons partagé beaucoup de choses communes, beaucoup de souffrances surtout, dans cet épisode-là que vous évoquez. Et donc, il est totalement impensable que Patrick Sapak puisse entretenir de la haine ou quoi que ce soit, parce que je suis solide dans les nerfs par rapport à ce type de choses. Donc, avec lui, je n'ai aucun problème. Alors, pour revenir au problème lui-même, lorsque nous sommes sur Vision 4, David et moi, on a terminé avec Afrique Média. Il y a eu un petit rififi avec Afrique Média. Et puis on s'est éloigné, c'est pour des raisons idéologiques. On s'est retrouvé sur Vision 4, là-bas. Et puis en juin 2015, il y a une émission qu'on a produite. C'est dans le cadre de Panafritude. Et je me souviens que vous avez fait un passage sur Panafritude avec vos obligations qui vous ont retiré rapidement et prématurément à nous. Donc nous sommes restés, lui et moi, avec cette affaire-là. Alors, il y avait un souci au niveau du Congo-Brazzaville. Je tombe sur l'information qui fait que Tati Mabiala, Okombi Salissa, Bernard Kolela et puis le général Mokoko, qui sont des opposants à Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, ont ourti un plan avec le Quai d'Orsay. Vous avez cette information, Patrick? J'avais cette information. Ça veut dire que vous avez des réseaux extrêmement infiltrés pour avoir ce type d'information pour un coup d'État contre le président de Sassou Nguesso du Congo. Alors, ils ne veulent pas passer par des couloirs orthodoxes. Sassou Nguesso lui-même n'est pas arrivé par des couloirs orthodoxes, comme vous pouvez imaginer. Parce qu'en 1997, il y a eu du mois de juin jusqu'en décembre la crise pour débarquer Pascal Lissouba et réinstaller Sassou au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler à la conscience de la jeunesse africaine que Sassou a été déjà président depuis 1979. Il est sorti à la faveur du vent d'Est qui a balayé certains chefs d'État et il est revenu en 1997 par la voie que je suis en train d'écrire. Exact. Voilà, donc Pascal Lissouba est parti, mais pour qu'il parte, il y a eu une énorme confrontation entre les Cobras et les Ninjas. On ne va pas trop rentrer dans ce là-bas, justement, vous avez l'information. Voilà l'information qui est en coup d'État contre le président Sassou. Vous avez cette information, qu'est-ce que vous en faites? Il veut le reproduire, ce qui s'est passé en 1997, c'est pour ça que j'ai fait ce petit retour. Alors, ma mission, c'est de protéger les peuples africains, d'abord. La seconde, c'est encourager les chefs d'État qui travaillent pour leur peuple. Or, Sassou Nguesso n'est pas dans ce sillage-là, déjà parce qu'il est revenu au pouvoir par la guerre, et de deux, il était lui-même sur le point d'ensevelir un verrou constitutionnel. Alors, nous avons, là-bas il était question que nous présentions, David et moi, d'abord la situation à la conscience africaine. Il y avait 3 verrous qui empêchaient Sassou de se représenter.
nous avions l'article 57 qui limitait les mandats présidentiels à 7 ans renouvelables une fois. Oui. Il y avait l'article 185 alinéa 3 de la Constitution qui interdisait toute intention de toucher à l'article 57, deuxième verrou. Et le troisième, c'était l'article 58, lui, qui limitait la prétention de l'âge à la candidature à 70 ans. En 2015, juin 2015, où on produisait l'émission, Sassou Nguesso avait déjà 72 ans. Ouais. Donc, au mois de mars 2016, où cette élection devait se tenir, il allait avoir 73 ans. Donc, il était out sur les 3 verrous. Exact. Vous avez l'information. J'ai l'information. Coup d'État contre le président Sassou. Voilà. Alors, il était question d'abord de présenter la vérité constitutionnelle à la conscience africaine. Hein? Mais puisque j'ai dit que ma mission, c'est protéger les peuples, alors, au Congo, Brazzaville, David et moi, on a engagé de bloquer le coup d'État. 2 personnes. 2 personnes. Pour tout le Congo Brazzaville. David et toi. David et moi. Wow. Alors, bloquer le coup d'État pas sur le plan militaire, mais sur le plan de la communication. Vous savez, la rectitude, où il y a la déontologie. Sur ça, le vous plan... pouvez de manière pratique. Qu'est-ce que vous avez entamé comme action pour bloquer le coup d'État à l'ère du Congo tout en étant au Cameroun? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, dans le commun, pense que la communication, c'est le 4e pouvoir. La presse, c'est le 4e pouvoir. Mais je vous assure, c'est le 2e pouvoir. Toutes les déstabilisations qu'on a connues en Afrique ont été portées par le matraquage médiatique. Alors, David et moi, nous engageons donc ce travail. Il faut absolument passer à ce qu'on appelle la communication stratégique pour que le peuple congolais ne cède pas. Parce que vous savez que les bandits internationaux ont prospéré chez nous chaque fois avec la complicité active et engagée des nôtres. Donc si vous balayez avec l'intelligence que vous avez, tout le parcours de tous les chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir à la suite, la faveur de l'orientation que je suis en train de décrire, vous allez trouver que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont favorisé l'entrée des bandits internationaux. Alors il fallait justement que la conscience, la masse congolaise ne s'y prête pas. Voilà pourquoi on a mis en place cette stratégie de communication. Déjà pour conscientiser la masse sur des événements qui ont toujours apporté la tristesse dans nos pays, quand on va devoir se séparer d'un chef d'État à la voie des coups d'État, et présenter la vérité de ce qui se prépare à la conscience congolaise, en images et en vidéo. Donc, on l'a fait. Mais nous avons sous-traité ce travail à Vision 4 à 10%. Oui, oui. Donc, c'est une question d'argent aussi, Patrick. À 10%. On va y arriver. Non, non, à 10%, je parle du calibrage sur les opérations. Exact. Donc, à 10%, on a fait ce travail sur Vision 4, c'est-à-dire le travail de la communication stratégique. Exact, exact. Voilà, mais pour dire que 90% du boulot s'est fait au Congo-Brazzaville. Oui. Et justement, quand le Congo-Brazzaville, parce que lorsque nous sommes arrivés à Maya, directement l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Comidor Dimolu, c'est un homme de l'Ouest, là-bas, il nous a accueillis en grande pompe et tout. Il a appelé directement Claudia Sassou. Il dit, bon, Patrick, ça la fille de Sassou. Oui, la fille du chef d'État. Elle est, soit dit en passant, conseillère spéciale en matière de communication. Oui, oui. Du chef de l'État, là-bas. Eh bien, elle dit, ok, je vous rejoins, rejoignez-moi à l'hôtel Olympique. C'est un hôtel, vous connaissez, à Brazzaville, qui est sous le parapluie de la référence. Alors, on l'y retrouve là-bas. Elle est assise. On a commencé à échanger et tout, et nous dit, est-ce que vous voulez rester au Congo-Brazzaville parce que nous avons besoin de vous ici, votre expertise pour nous aider. Nous lui avons dit, non, on ne va pas rester ici, nous travaillons sur tout le continent africain, et d'ailleurs nous n'avons pas de contrat synalagmatique avec le Congo pour ce travail. Juste pour préciser, Patrick, on vous a vu dans les jets privés. Les jets privés étaient pris en charge par qui? La présidence du Congo-Brazzaville ou par le PDG de Vision 4, Monsieur Amogo Bellinga. Très bien, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on finit d'échanger avec Claudia, elle nous dit, bon, ok, M. Sapak, bien, on va vous accompagner, vous aider dans votre travail. Nous n'allons pas là-bas pour travailler pour le Congo. Et il y a une organisation que je porte, que vous connaissez très bien, qui est la Girafe. C'est elle qui porte le travail. Alors, mais nous commençons ce travail en étant sur Vision 4. Ce travail de communication stratégique. Alors, ce que Amogo Bellinga, le patron de Vision 4, a fait, c'est de sortir l'argent du premier vol. Aller-retour, pour David et pour moi-même, on s'y est rendu. Et le reste, c'était à la fois notre organisation et le Congo-Brazzaville, par la voix de Claudia Sassou, qui disait, bon, nous allons vous
accompagner dans le dossier. Ok, on a dit, ok, il n'y a pas de souci. On n'a pas de problème puisque nous n'avons pas d'obligation de résultat au Congo-Brazzaville. La seule obligation que nous avons, c'est de réussir à déjouer les plans machiavéliques qui sont ourdis par ces gens-là. Nous avons fait pas moins de 8 mois avec près de 14 voyages aller-retour sur le Congo-Brazzaville, des séjours qui oscillaient entre 15 et 30 jours. Mais ça... À la charge de qui? Ça, le Congo-Brazzaville a décidé de nous dispenser de toute dépense. Parce qu'ils en avaient compris que même si nous ne travaillons pas pour eux, nous étions en train de faire un travail qui allait leur bénéficier aussi. Voilà, et on l'a fait avec Claudia Sassou. Il y avait Claudia Sassou, il y avait M. Thiam, c'est un Sénégalais qui a été recruté par Sassou depuis 1979. Et c'est lui le patron de la communication à l'ambassade du Congo à Paris. Et il y avait l'ambassadeur du Cameroun aussi qui nous aidait pour certaines facilitations. Et comme ça que on fait 8 mois de travail de communication intense. Je dis, c'est au Congo-Brazzaville que nous faisons ce travail, mais de temps en temps sur Vision 4. Alors, 8 mois passés, l'élection est arrivée en mars 2016, mais le 8 mars, nous sommes le 2 mars 2016, nous recevons une dépêche de Claudia. Oui, la fille du président. La fille du président qui dit, écoutez, même si nous n'avons pas de contrat, il y a un problème ici. Il n'y a pas de problème, il y a une orientation ici. Nous sommes très fiers, le chef de l'État ici est très fier de votre boulot. Il demande que vous fassiez une sorte de proforma pour vos prestations ici. Lui va vous récompenser. À vous, David, et vous, voilà. Et non à Vision 4? Non, pas à Vision 4. Puisqu'ils ne connaissent pas Vision 4. Ok. Pas qu'on est là-bas. Alors, quand il le dit, j'appelle David. David me rejoint. Je lui dis, bon, allons voir à Mougou-Belinga. Parce que nous sommes là à Yaoundé. Alors on va à Mougou-Belinga, on lui en parle. Peut-être que ça va être loyal de lui en parler. Voilà comment on s'avance. On a Mougou-Belinga nous reçoit dans son bureau et puis on lui dit, bon voilà, ils vont payer notre argent. Et là, il dit, ah, vous avez décidé de combien? 1 milliard. Non, non, non. 700... 1 milliard de francs CFA. Ça, donc, parce que 1,3 milliard d'euros. 1,3 million d'euros. Voilà, il faut bien comme ça. Ça. Alors, je lui dis non, non, il ne faut pas qu'on y aille avec autant de brutalité. C'est d'ailleurs pas un contrat synalagmatique où on va exiger ci ou ça. C'est un travail idéologique de protection des peuples. Donc, il n'y a pas à venir avec... il dit, mais quand même, ok, très bien. Nous allons mettre, parce que quand même, Claudia, il ne faudrait pas qu'elle dise qu'on lui a manqué de respect. Voilà. Donc, on a décidé de 700 millions. 700 millions. 700 millions. Donc, un peu plus d'1 million d'euros. Voilà. Alors, je mets les 700 millions. Je lui dis, 700 millions, on va calibrer. Sauf que nous n'allons pas, David et moi, prendre les 700 millions. Nous allons vous l'envoyer dans le compte de Vision 4. Oui. Voilà. Parce que la proforma est Vision 4. À l'entête de Vision 4. Exactement. Alors, mais quand même, puisque nous sentons que vous avez des tensions de trésorerie ici, sur les 700 millions, notre rôle, David et moi, c'est pas d'aller nous enrichir. Nous sommes dans un combat idéologique où le premier objectif n'est pas de s'enrichir. Donc nous allons te donner 500 millions et David et moi allons garder 200 millions. 200 millions. C'était bien organisé. Bien organisé. 500 millions pour toi, pour Vision 4 et 200 millions pour David et vous. Voilà. Si je puisse analyser, aller un peu plus loin, notre thème 100 millions pour vous, voilà. 100 millions pour David. Vous êtes les millionnaires. C'était ça. Alors, il dit, oh, vraiment merci, merci les gars, vraiment Dieu, merci beaucoup. Vraiment, on m'a souvent dit que vous étiez des panafricanistes, mais là, vraiment, je viens d'avoir la preuve paratipatan et tout. Il était très content. Il est rentré dans la chambre qui est attenante à son bureau. Il a sorti 1 million. Et il nous a remis à David et à moi-même. Il dit vraiment, allez, amusez-vous, merci. C'est en guise de remerciement pour cette gratification que vous faites. Alors, on se rend le 8 mars à Brazzaville pour le dernier jet. Puisque Claudia nous demande, et vous allez revenir pour le dernier jet, vous voulez venir avec qui? C'est là où on lui dit, avec un caméraman de Vision 4 et un journaliste. Parce que David et moi, nous, on est dans le lobbying et puis... etc. Elle envoie donc les billets d'avion pour les 4. C'est comme ça qu'elle avait l'habitude de faire. À chaque fois qu'on devait se rendre à Brazzaville. Alors, on va là-bas.
la dernière ligne droite de la campagne se produit. Sassou fait le dernier meeting à Brazzaville une semaine avant l'élection. Et puis nous y restons. L'élection se passe si normalement que cela pouvait se passer. Et puis, pour aller très vite, Sassou est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle. Au lendemain donc de la proclamation de la Cour constitutionnelle, David et moi étions à l'hôtel à 2 heures. On nous fait la dépêche que le chef de l'État veut nous rencontrer. Et vous rencontrez le président Sassou. Voilà. Ce qui vous avez des informations de tentative de coup d'État. Voilà, tout. Pris disposition puisque tout est passé. Exact. C'est-à-dire que nous avons déjà réussi à déjouer. Exact. Et là, nous nous apprêtons à juste consolider les rapports par rapport à tout ce qu'on a fait à Brazzaville, à notre organisation. Et pendant qu'on est à l'hôtel, M. Thiam envoie quelqu'un nous chercher, on s'en va. Donc, rencontrer le chef de l'État, qui nous remercie solennellement. D'ailleurs, il a fait sur une chaîne concurrente, Africa 24, en direct, en live, il nous a cité nommément. Dire voilà, Sapak et Boutou ont fait un bon travail et tous, c'est des Camerounais, et ils ont aidé le peuple congolais. Alors, il nous dit, écoutez, vous n'avez pas de contrat avec nous, mais vraiment, je voulais vous remercier pour ce travail que vous avez abattu. Ouais. Et donc, j'ai décidé de vous remercier. Alors, le remerciement se traduit par quoi? C'est les fameux 700 millions. Oui. Donc, j'ai instruit Firmin Aïssa, le directeur du cabinet civil, deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire ici, et ministre d'État, de payer. Congo? Au Congo, nous sommes au Congo. Exact. De payer votre facture. Alors, le lendemain, on s'est séparé du chef d'État au bout de peut-être une demi-heure. Le lendemain, on se retrouve avec Firmin Aïssa. C'est lui, cette fois-ci, qui nous fait venir dans son cabinet. Mais on le retrouve avec 700 millions. En liquide? Firmin Aïssa nous dit, bon, j'ai un problème. Le chef de l'État m'a demandé de vous donner ça. Nous sommes très fiers de votre boulot ici. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vous signe le colis diplomatique pour vous permettre de traverser l'aéroport avec cet argent, ou bien je vire dans un compte? Lequel? Alors, dans les deux couloirs, nous ne sommes pas partants, parce que traverser un seul aéroport d'Afrique avec 700 millions, Patrick Sapak, c'est un nom qui pèse. Ça va être très compliqué. En fait, je sais comment les Africains réfléchissent. Ils ne penseront pas que nous sommes allés aider un peuple à échapper à une déstabilisation programmée. Ils penseront plutôt que nous sommes allés commercialiser le combat idéologique. Alors, je préfère que ça reste comme ça. Et puis, virer dans un compte, c'est encore plus grave. Vous savez, l'avarice dans votre compte, quand vous recevez de l'argent, une certaine somme, on va commencer à s'inquiéter. Si c'est au Cameroun, on va dire vous venez déstabiliser, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que ce jour-là, David et moi décidons de dire à Firmin Aïssa d'attendre. Nous allons appeler notre partenaire, celui dans la télé duquel nous avons sous-traité ce travail à autour de 10%. À l'occurrence à Mourbelinga. Alors, je demande à David de l'appeler. David l'appelle, dit que non, il faut que tu prennes l'avion demain, tu nous rejoins à Brazzaville parce qu'ils vont payer notre argent. Il dit non, 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 si c'est demain, s'ils vont payer, je ne viens pas demain, je viens trouver l'avion tout de suite. Il est minuit quand David appelle. Il va trouver l'avion tout de suite. Ouais. David lui dit non, mais attends, tu vas trouver l'avion où puisqu'il est minuit et tout. Il dit non, ça ne te regarde pas. Il a cafouillé un vol pour parler comme ça, en transit par Luanda, il nous a rejoint là-bas à 4 heures. Cette fois-là, il était accompagné d'Obama. Obama, ancien directeur général qui vient d'être démis. Ah bon, oui, je suis bon journaliste aussi. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe là. Donc, il arrive à 4 heures. Je lui dis, bon, est-ce que tu es venu avec les éléments bancaires? Il dit oui. Il m'a remis le RIP, le relevé d'identité bancaire. Le lendemain, je l'ai amené devant Firmin Aïssa avec David. On a donc remis le relevé d'identité bancaire Vision 4. On l'a présenté à Mourbelinga. Oui. C'est dans sa télé que nous avons sous-traité ce travail au moins à 10%, 3 à 10%. L'argent que vous voulez nous donner, vous allez le virer dans ce compte. Les 700 millions. 700 millions. Le français. Voici le relevé d'identité bancaire. UBA Vision 4. Alors, Firmin dit, ok, d'accord. C'est bien. Vous allez attendre parce que l'argent que je voulais vous donner a été utilisé sur une autre ligne. Donc, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, l'argent sera viré. Alors, nous n'avions pas
à douter, puisque nous n'avons pas de contrat. Oui, c'est par leur magnanimité qu'ils voulaient nous remercier pour le travail qu'on a fait. Et tout. Alors, nous sommes restés à Moubenga très fiers de la façon dont les choses se passaient. Décide ce soir-là, puisqu'on est sorti de chez Firma et ça, de nous remercier à Brazzaville. Il nous prend, il nous amène dans une boîte de nuit à Brazzaville, David et moi, et puis on y arrive, pas moins de 12 champagnes sur la table. À Momo-Belinga, le pays du Cap poussait à 2 personnes, 12 champagnes. Nous étions 3 avec Obama. Avec Obama. Obama était là. Alors, nous avons siroté quelques champagnes et puis vers 2 h du matin, on est rentré à l'hôtel. Mais très tôt, Claudia nous fait signe. Claudia Sasso, elle est à Oyo, dans le Nord, avec son père. Elle nous demande, est-ce que vous êtes encore à Brazzaville? On dit oui. Elle dit, ok, s'il vous plaît, ne bougez pas encore. Parce que la contestation commence dans le sud, dans le Bas-Congo. Le Bas-Congo, c'est la partie sud de Brazzaville, qui est juste en face de l'autre capitale, Kinshasa. Parce que Kinshasa et Brazzaville sont 2 capitales, les seules 2 capitales au monde qui se regardent, séparées seulement par le fleuve Congo. Et donc, c'est là-bas qui était l'épicentre des affrontements entre les Cobras et les Ninjas en 1997. D'ailleurs, quand vous y arrivez, vous allez trouver encore les reliques, comme des jupes brûlées et tout. Ça, c'est pour la mémoire des jeunes générations. Donc, la contestation commence là-bas. Il ne faudrait pas que vous bougiez. Vous allez avoir un entretien à bâton rompu avec Thierry Mongala. C'est le ministre de la Communication. C'est un albinos, très brillant. Alors, le lendemain, ce jour-là, pendant qu'on est au petit déjeuner, Amoubel a dit, bon, comme vous allez rester, moi, je m'avance alors. Puisque l'argent va être viré, on a le principe du virement. Merci encore. On dit, ok, nous, on reste derrière, on fait la dernière activité et on arrive. Il prend l'avion avec Obama et les 2 qui étaient allés avec nous, donc le journaliste et la dame qui était, la dame était journaliste et le technicien, le cadreur qui était allé avec nous. Alors, ils prennent l'avion et rentrent au Cameroun. Évidemment, restons 5 jours encore à l'hôtel et le 5e jour justement, Claudia est descendue, son père avec. Dès qu'elle est arrivée, on est venu nous chercher à l'hôtel. Il faut aller à la télé nationale congolaise pour aller dans cet entretien à bâton rompu 50 minutes comme je suis avec vous là, avec Thierry Mongala. On a épluché, mais en orientant la communication de manière à ce que le peuple congolais sache qu'il est impératif que personne ne cède. Parce que les 8000 morts qu'il y a eu pendant la crise de 97, aucun des acteurs que j'ai cités, Tati Mabiala, Okombi Salissa, Bernard Kolela, Sassou Lubem, Pascal Lissouba, personne n'a perdu un seul membre de sa famille. Donc les 8000 morts sont allés en perte et profit. Donc il fallait bien installer ça dans la conscience des Congolais et que ça soit allé passer. Ce n'est pas parce que nous étions en train de supporter Sassou. Nous, s'en faut, il faut que ce soit bien clair. Exact. Voilà. Alors, dès qu'on a terminé, Claudia nous reçoit dans une salle attenante à la télé. Elle nous dit vraiment merci infiniment. Nous allons certainement consolider tout ça ensemble. Et tout ça. Le jet, ça c'est un détail que j'avais oublié. Donc le premier jour où nous avons croisé Claudia à la descente d'avion, quand on l'a rejointe à l'hôtel olympique, elle nous a dit le lendemain, je vais vous balader dans tout le Congo. Pour que vous voyez ce que le président a fait ici et que vous ayez une bonne idée, exacte de ce qui y a ici. Donc le lendemain, on était à l'aéroport de Maya-Maya, on a pris son jet, enfin le jet qui est mis à sa disposition. Avec elle, il y avait le président de l'Assemblée nationale. Il y avait même une journaliste de l'autre chaîne console. Pratiquement, ça ce sont les hauts cadres congolais. Absolument. Le conseil du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, à votre disposition avec un jet privé. Parce qu'il s'agit vraiment au haut niveau là-bas. Nous sommes des personnalités de haut niveau. C'est qui est vrai. Africain en matière de communication. Exact. Alors, Patrick, ça part dans un pays, forcément, il y a, ça bouge au niveau de l'establishment. David et moi sommes donc entrés dans ce jet avec Claudia. On échangeait, c'était bien. On est d'abord allé à Sibiti, où s'est tenu quelques temps après le dialogue national qui allait conforter justement l'élimination des verrous. Exact. Oui, Patrick, nous voulons savoir l'affaire des 700 millions. Puis c'est ça, nous sommes en train de... Non, ça c'était juste une parenthèse parce que j'avais oublié ce détail au départ. Donc, lorsque nous... Le virement, ça passe? Ça passe. C'est-à-dire, le jour où on a l'entretien avec Thierry Mongala, à la télé nationale, Thierry Mongala lui-même a rejoint Claudia dans la salle attenante à la télé et puis elle nous a remercié, elle nous a remis
$2000 à chacun, à David et à moi. En cash toujours? En cash, $2000, ça fait pratiquement 1 million de francs CFA à chacun et 2 billets d'avion. Donc, ok, vous allez repartir, mais votre argent va être viré demain. Oui. Donc, vous vous rappelez que Firma, il s'avait dit dans une semaine, mais il a fait ça 5 jours plus tard. Oui, il a fait effectivement 5 jours. les 700 millions, puisqu'on a vu des balades sur les réseaux sociaux de 500 millions, de 200 millions. C'est les 700 millions. Je suis en train de vous donner les informations exactes parce que moi, je suis. Vous étiez acteur. Puis, je n'ai jamais parlé de ça. Exact. Donc, les 700 millions, votre argent va être viré demain. Ça, c'est Claudia. En fait, Claudia ne sait pas, quand il nous le dit, que l'argent a été viré le matin. Ok. Ok. Donc, Firma Issa l'avait fait le matin, mais Firma Issa ne lui avait pas copié l'information, mais elle savait que ça allait se produire plutôt le lendemain. Ça s'est passé le matin, nous étions encore à Brazzaville. Alors, le lendemain, David et moi prenons l'avion, on atterrit à Douala, et de Douala pour Yaoundé, immédiatement, quand on arrive à Yaoundé, je lui demande d'aller à la maison, de m'y attendre. Je vais aller voir Amour Belinga pour toutes les formalités, les modalités, pour retirer le virement qui vire dans nos comptes, bien qu'ils nous remettent les chèques, les choses comme ça. Dès que j'arrive là-bas, à la guérite, je vais entrer comme j'avais l'habitude d'entrer tranquillement. Les gars de la Sécu sortent, ils me disent, écoutez, monsieur Sapa, vous n'avez plus accès à l'immeuble. Et comment ça? Non, non, c'est pas nous, c'est le boss qui a demandé que vous n'accédiez plus à l'immeuble. Je suis surpris. Puisque quelques jours avant, vous avez 5 jours avant, il nous a donné le champagne pour nous remercier. Alors, je prends le téléphone, j'appelle à Belinga, je constate que je suis sur la liste noire. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. J'appelle son particulier, Fouda Abega, qui me dit, oh non, écoutez, monsieur Sapak, on va gérer ça. Il dit, vous allez gérer quoi? Je suis en train de demander pourquoi Amour Belinga a fait instruction à ses gardes pour que je n'entre plus dans les meubles. Il dit, non, non, on va gérer. Bon, j'ai arrêté. J'ai donc appelé David pour lui dire, écoute, voilà ce qui s'est produit ici. Et il dit, qui ne tente même pas. Moi, je viens de finir la réunion avec ma famille. Comment on va utiliser les 100 millions? Donc David avait déjà fait, l'autre ami David avait déjà fait une réunion avec sa famille pour utiliser les 100 millions. Comme un bon banquier. Qui lui revenait dans la mesure où il a travaillé honnêtement. Puisqu'on avait déjà calibré ça. Exact. Donc, je lui ai dit, il ne fallait pas copier la famille. On associe la famille lorsque tu as déjà l'argent. Mais David avait raison. C'était son argent. Exact. Alors, je rentre à la maison, je suis incapable de faire ce type de rapport à mon épouse. Elle revient du boulot, je suis à la maison, je joue avec les enfants, mais je ne parviens même pas à manger. Elle s'est dit peut-être que je vais manger plus tard et tout, mais je suis couché. Je suis en train de chercher la mécanique pour lui expliquer ce qui se passe. Et finalement, je reçois un SMS de David qui est en copie où Amour Belinga dit, bande d'idiots, même 5 francs, je ne vous donne pas. Hein? Et puis, je suis le pape des médias, je suis le patron de la mafia, vous n'aurez même pas 5 francs. Il écrit exactement cela? C'est ce que je suis en train de dire. C'est en ce terme. Le PDG dit qu'il est patron de la mafia. En réalité, plus tard, j'ai su que David, quand je lui ai dit ça le matin, il a engagé un ensemble de messages qu'il lui a envoyés. Le gars ne répondait pas. Puisque lui-même a essayé d'appeler, il a constaté qu'il était aussi... David aussi sur la liste noire. Sur la liste noire. Là, quand même, la liste noire, les SMS passent toujours. Oui. Ça part et toute la journée, il n'a répondu à aucun SMS. C'est tard dans la soirée que David lui a envoyé un SMS plus violent en lui disant « Tu es un malhonnête proverbial, nous te connaissons et tu nous as raconté comment tu as fait le bluff au monde entier par rapport au top 50. Le top 50, c'est une histoire où les personnalités publiques avaient été accusées de pédérastie et tout ça là. Mais porté par un média qui était l'anecdote, le média d'Amour Belinga. Et c'est ça qui a fait sensation et d'ailleurs qui a fait qu'il arrive sur la place publique. Alors, il nous a raconté tout à Brazzaville, quelle est la mécanique, le bluff qu'il a sorti. Et David donc brandit cette menace, la menace de balancer sa... C'est là où Amour Belinga passe dans la réponse en SMS que je vous indique qui m'arrive pendant que je suis avec mon épouse qui est assise sur le lit. Donc David menace Amour Belinga de balancer leurs échanges sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est la réponse donc à Amour Belinga. C'est la première réponse de tous les SMS que David a envoyés en journée. Je sais que tu reçois, mais tu ne réponds pas. Mais moi, je te dis que voilà tout ce que j'ai dit. Et c'est là où il répond donc. Pour dire bandit d'idiots, même 5 francs, on va pas, il ne vous donne pas. Vous ne savez pas que j'étais le patron de la mafia dans ce pays. Alors, comme il m'envoie ça,
j'ai donc l'astuce pour raconter à mon épouse. Et en fait, madame, regarde, voilà ce que nous subissons depuis qu'on est revenu de Brazzaville ce matin. Mon épouse me dit, bon, maintenant tu vas m'écouter. Je suis ton premier fan et je ne vais pas utiliser la flagornerie parce que toi, tu es mon mari. Mais j'ai été témoin de toutes les sollicitations que tu as sur tout le continent avec la masse africaine. Ouais. Reconcentre-toi sur tes projets. Oublie le Congo. Et toi, d'ailleurs, tu as déjà fait ce qu'il fallait faire au Congo. Tu as sauvé ce peuple-là. C'est votre épouse qui vous conseille. Oui, c'est elle qui m'a dit. Mon épouse. Oui. Elle me dit, oublie. Bon, je me dis qu'elle a raison aussi. Donc, je dois m'apprêter à oublier 700 millions. 200 millions, 100 ans. Ou 100 millions, en plus, ce qui devait me revenir, c'est ça. Alors, j'appelle donc, c'est elle qui appelle David. Il y a David, vraiment, bon, Patrick avait déjà des projets, et puis vous allez aussi mettre en place votre support et tout. Vraiment, il faut laisser. David dit à mon fils, non, mais dis plus des choses comme ça. Et il va me donner mon argent et des choses comme ça là et tout. J'ai dit, ma femme, il criait sur ma femme, elle a retiré le téléphone. Il dit, calme-toi, il a raison aussi, c'est pas facile. Alors, on est resté. L'arrestation se passe comment? C'est là où je suis en train d'arriver. Donc, pendant qu'on est resté, une semaine est passée, une deuxième semaine, j'étais concentré à faire autre chose maintenant, tel que mon épouse m'avait indiqué. Je suis dans le véhicule en train de vouloir voir quelqu'un à Biémassi, c'est un quartier de Yaoundé. Là-bas, c'est un ami aux États-Unis qui m'appelle. Il me dit, monsieur Samba, qu'est-ce qui se passe avec Vision 4 et Yamoubinga finalement? On ne comprend pas, il dit quoi? Il dit que mettez un peu Vision 4. Il dit que non, je ne suis pas à la maison. Il dit que non, rentrez, vraiment rentrez. Allez mettre Vision 4. J'appelle mon épouse. Est-ce que tu es allé au travail? Elle me dit non, elle est encore à la maison. Je dis essaie de mettre Vision 4. Elle met Vision 4. Elle me dit écoute chérie, est-ce que tu m'as dit tout sur cette affaire? Donc, votre femme, elle doute, elle a comme impression qu'il y a des noms. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur Vision 4. Il dit c'est quoi? Il dit non, reviens à la maison. Tu imagines, lorsqu'on est dans ce genre de situation, je brûle tous les sens interdits en circulation pour arriver à la maison. Et quand je rallie la maison, je trouve à l'écran de Vision 4 mon image en médaillon à droite, celle de David à gauche. En crawl en bas, il est écrit Vision 4 Rome. Toute collaboration avec ces deux individus pour indélicatesse grave. En plus d'avoir confisqué l'argent. Les 700 millions. Voilà. Ben, nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Firmin Aïssa, qui a fait l'action de virement, avait été copié par l'ambassadeur Comidor Dimolu, lui-même ayant été copié par David sur ce qui se passait. David a appelé directement l'ambassadeur qui s'est fâché. Il est monté voir Firmin Aïssa. Il a dit, tu aurais dû donner l'argent aux enfants là. Maintenant, le monsieur qui sont venus te présenter, c'est un bandit de notoriété publique au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun au Congo affirme que le PDG de Vision 4 est un bandit. Je ne voulais pas apporter sa note de renseignement et tout. Donc, parce que je ne voulais pas déranger. Donc, l'État du Cameroun a une note de renseignement sur le PDG de Vision 4. Tout le monde, même sur vous. Une note de renseignement qui fait de vous juste un combattant. Profil qui trace votre profil, exactement. Donc, alors, c'est comme ça que Firmin Aïssa lui dit non, c'est pas à moi, que vous devez vous en prendre. Ces enfants-là eux-mêmes, je ne sais sous le nom de quel deal, ils m'ont demandé d'attendre qu'il fasse venir ce monsieur que moi je ne connaissais pas. Et puis finalement, j'ai viré l'argent tel qu'il avait dit. Non, c'est pas moi. Mais quand même, ce n'est pas normal ça. Alors, Firmin Aïssa a entrepris donc d'appeler à Moubelga. Lui profiler des menaces, lui dit même qu'il pourrait même y aller jusqu'à le faire arrêter par le président Biya ici. Et tout ça. C'est comme ça que la décision se prend de nous tendre le piège. Je comprends. C'est maintenant un peu plus clair. Tatiana, c'est une fille qui était la DAF d'Amoubelga qui m'appelle. Mon téléphone n'avait plus sonné par la voix d'un numéro de Vision 4. Mais cette fois-là, c'est passé, c'était Tatiana. Oui, monsieur Sapa, qu'est-ce que vous êtes encore en ville? Il dit oui. Il dit ok, le boss a demandé que vous passiez prendre vos chèques. Vraiment, il faut vite faire. Vision 4 vous appelle de passer prendre vos chèques. Et c'est pas la voix de cette dame. Le montant, c'est combien? 200 millions. Ah, donc c'est les chèques de 500 millions. Oui, forcément. C'est ce que j'ai décrit, le calibrage. Exact. Voilà. Donc,
Elle dit passez rapidement. Je dis non, il n'y a pas de souci, qu'il laisse nos chèques. Moi, je suis en train d'aller au Gabon, à l'ambassade du Gabon, pour prendre un visa, puisqu'en même temps, l'élection gabonaise se préparait. Exact. Donc, il fallait aller là-bas pour le travail d'information. Et je vais peut-être passer demain à récupérer les chèques. Elle dit non, 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 il faut absolument venir. Bon, écoutez, à Moukbelinga, nous n'avons aucun chantier commun. Pourquoi il insiste qu'il voyage? Nous n'avons pas de problème. Ou bien donne les 2 billets à Jean-Jacques Zé, les 2 chèques à Jean-Jacques Zé. Oui. C'est mon frère. Exact, hein? Exact. Il sait là où j'habite, il viendra me donner. Jean-Jacques Zé, il était au courant quand même de ce qui se passait? Il est au courant de tout. Dans la mesure où il est de l'Est. Oui, il est de l'Est et tout. Alors, elle dit non, 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 il veut absolument vous parler avant de partir. Là encore, je me dis que c'est logique. Peut-être qu'il veut s'excuser pour l'affront. Exact. David est exactement dans la même posture. Alors, on s'appelle, on se retrouve à la poste, on arrive. Maintenant, quand on arrive, on entre. On va directement dans le bureau de la DAF. Ah, monsieur Sapak, ok, David s'est assis à la porte, au côté de la porte, et puis moi de l'autre côté. Je dis, ok, fais rapidement parce qu'on est en train d'aller, donne-nous les chèques. Elle dit, ok, elle tire un de ses coffres, voilà, et prend deux liasses d'argent et pose sur la table et sort un chéquier. Elle dit, mais les pierres n'étaient pas encore prêts. Alors que tu insistais, elle dit, non, 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 le temps qu'on est en train de commencer l'échange, 17 voyous entrent dans le petit bureau. 17 voyous que je n'ai jamais vu. Donc 17 personnes 17 personnes, c'était ni les policiers, ni les gendarmes, ni aucun élément de la sécurité. En civil? En civil. C'est des voyous parce que les coiffures qu'ils avaient n'étaient pas des coiffures orthodoxes. D'ailleurs, tu les connais quand ils sont très facilement reconnaissables. C'est eux qui ont été payés. Ils entrent, ils arrêtent d'abord David à l'entrée de la porte. Ils le menottent immédiatement. Attends, c'est les gens qui sont en civil, en civil. Qui ne font pas partie des forces de sécurité, mais qui menottent quand même David. Vous pensez que vous allez faire le chantage à notre boss et tout. Je dis, mais vous, quel est le problème avec vous? Ils disent, non, monsieur Sapak, arrêtez de parler. Et puis, ne résistez pas. Je dis, résistez à quoi? Qu'est-ce que vous connaissiez de ce problème? Puisque là, je comprends que c'était plutôt une trappe. Alors, je demande à Tatiana, dont tu étais au courant, dont tu nous as dit, non, monsieur Sapak, je n'étais pas au courant. Alors, j'ai compris qu'ici, il fallait se défendre. Dommage, David était déjà menotté. Avant qu'il me menotte, il faut que je leur apprenne que je suis dans un combat où je suis physiquement préparé. Le combat est aussi physique. Physique. Et c'était 17, nous étions dans un petit espace. C'est ça, in fine, qui nous a bloqués. J'ai dû me mettre sur mes appuis et dispatcher les coups comme je pouvais faire. Vous avez donné des coups de poing, vous avez littéralement bagarré avec 17 éléments pendant au moins une vingtaine de minutes. C'était pas facile. Pendant au moins 20 minutes dans les locaux de Vision 4. Dans le bureau de la DAF. Et les gens ne sont pas venus? Non, puisque tout l'immeuble était au courant. Eh bien, ils vous laissent bagarrer? Non, et eux, ils venaient, ils avaient une mission. Nous arrêter et puis nous livrer à Moukbelinga. Le chef bandit était dans son bureau en attendant qu'on lui renseigne que nous sommes arrêtés. Alors, 17 minutes de combat intense avec moi, mais puisque j'ai quand même fait un parcours dans les arts, je connais l'anatomie du corps humain, je sais que ici, vous prenez un coup, vous allez dormir. Hein, et c'est comme ça que je dispatchais. Le problème est arrivé quand Tatiana voulait passer sur sa table pour sortir. Parce que ça déménageait. Il y avait une femme, elle ne veut pas se mêler. Elle ne veut pas se mêler, c'est moi qui l'ai ramenée brutalement sur sa chaise. Puisqu'elle était complice. Alors, c'est quand je me concentrais sur elle que ces gars-là sont descendus sur moi. Et ils m'ont attrapé. Ils ont ramené David vers moi. Ils nous ont menottés. Ils vous ont menotté. Vous allez voir l'image sur YouTube. Nous avons vu les images aussi. Il y avait des caméras. Apparemment, il y avait une caméra. Oui, puisque c'est comme ça qu'ils font. C'était préparé. Dans le Baris, comme vous êtes responsable aussi de votre télé. Alors, vous avez monté vos caméramens pour préparer ça parce que vous allez diffuser. En jetant le probe sur ceux qui étaient même les victimes. Alors, pendant que nous sortons, Amoukbeling a renseigné et qu'on vient nous maîtriser. Il sort de son bureau. Comme un chef bandit. Il a clamé. Bande d'idiots. Je vous ai dit que c'était moi, le pape des médias au Cameroun, le patron de la mafia. J'ai la justice dans ma poche
j'ai la police dans ma poche, j'ai la gendarmerie, ma femme est magistrate, je vais m'assurer que vous passez. C'est ce qu'il dit. Je vais m'assurer que vous passiez au moins 5 ans à Konigé. Alors, Konigé, c'est la prison des Yaoundé. Bien, je me suis pincé pour vérifier que c'était pas arrivé. Après, je lui dis, cher aîné, où se situe le problème? Il y a quelques temps, tu nous as reçus à Brazzaville un coup de champagne pour nous remercier. 12 champagnes. 12 champagnes, ça entend. C'est quoi le problème? Ah, ça pactait toi. Et tu penses que tu as quoi? Il prend un morceau de bois. Je ne sais pas comment ce morceau de bois fait pour arriver là-bas dans l'immeuble. Ici, j'ai commencé à saigner de l'oreille. Il fait quoi? En gros, il prend un morceau de bois. Ici. Il vous frappe avec. Voilà. Ici, je commence à saigner de l'oreille. Et il m'a donné un coup de pied dans le fessier. C'est là où j'ai senti que ça pouvait tourner très mal. Alors, je demande à David de rester calme. On est descendu menotté. On nous sort de l'immeuble au rez-de-chaussée comme des brigands. C'est l'image que vous voyez sur YouTube. Et ils aménagent dans un reportage tard dans la soirée où ils disent que nous était la vigilance du PDG. Ces deux escrocs recherchés par toute la police ont été happés et tout. Tout le reportage ubuesque. Mes enfants m'ont vu menotté. Eux à qui j'inculte, le monde a vu. Alors, tout ce qui s'en est suivi, on allait en prison, des difficultés. Vous avez été condamné. On a condamné, mais pas forcément condamné puisqu'il n'y avait rien. Donc la justice était aux autres. Parce que juste après, il y a des mécanismes qui ont fait que l'opinion dise quand même non. C'est trop. Vous ne pouvez pas à la fois escroquer l'argent de ces gars et puis vous les condamner. On a fait 19 mois sans jugement en prison. Moi, je suis venu. Voilà, 2 ou 3 fois. Oui. Voilà. En prison. Merci pour cette visite-là, ces visites-là. Donc, nous sommes restés en prison. Les magistrats ne voulaient pas regarder le droit. Le nouveau code de procédure pénale, ce n'est pas leur affaire. Leur chantier, c'est transformer les mandats de dépôt en comptoirs commerciaux. Dès qu'on a signé un mandat de dépôt, ça va leur permettre de construire les dalles, des maisons et tout, sur les libertés publiques et les libertés essentielles et les droits fondamentaux des citoyens. Alors, 19 mois jusqu'à ce que l'avocat, que la diaspora a mobilisé, Christian Timban Bomo, très bon avocat, vienne frapper le pied sur la fourmilière et menace de faire, de traduire même les magistrats eux-mêmes en justice pour avoir décidé de refuser de dire le droit. Ils ne veulent pas regarder les instruments qui doivent les guider pour l'équité du procès. Ils sont dans des rapports bizarres. Amourou Belinga commet son épouse, qui est magistrate, qui est aujourd'hui déjà, par la voix de je ne sais pas comment, vice-présidente, avocate générale de la Cour suprême. Bon, et vous avez, globalement, et pour faire court, Patrick, vous avez mis combien de temps en prison? Finalement, ils ont condamné, je t'ai dit, et c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, à 30 mois. 30 mois, pourquoi? Nous sommes en janvier 2018. 2018, le Cameroun est une année électorale. Alors, les fins libiers de la justice décident que Sapak et Boutou soient condamnés et il faut que la condamnation couvre la période électorale et post-électorale. Parce qu'ils savent très bien que Patrick Sapak en liberté pendant la période électorale, ça risque d'être très... Donc c'est pourquoi, pendant cette période, vous ne n'étiez pas en liberté? Oui, puisqu'on calibre. Nous sommes en janvier, ça fait 19 mois, et pour qu'on atteigne la couverture de la présidentielle, il faut qu'on nous balance jusqu'en décembre. Vous avez passé, Patrick Sapak et David Eboutou, vous avez passé 30 mois en prison. Absolument. Maintenant. Et j'ai des sources crédibles. Vous avez des sources et des preuves de vos affirmations. Bien sûr. Maintenant, ça c'est un volet important de votre vie, Patrick Sapak. Et il y a eu des écueils entre vous et votre ami de combat, notre ami commun David Eboutou. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec David Eboutou? Les relations, je ne peux pas les qualifier de mauvaises. Très bien. Parce que je crois que je suis entré même par ça. Pour dire que je n'ai aucun problème avec David Eboutou. Très bien. Parce que nous avons connu beaucoup de chantiers communs. Et beaucoup de souffrances ensemble. Beaucoup de souffrances surtout. Parce que quand on a passé 918 jours dans un destin commun, un destin cauchemardesque, ce serait vraiment stupide et bête, et ce ne serait pas très bien pour la pédagogie, la morale à nos enfants, de se retrouver à se tirailler pour des choses
qui concerne en plus l'argent. Parce qu'il s'était fendu dans les réseaux sociaux pendant que j'étais à Bujumbura, et qu'Amogo Belinga, dont on parle, qui a souvent organisé des émissions avec ses journalistes, enfin c'est des acteurs du micro, pas des journalistes, pour nous insulter, dit par exemple qu'on était à Malabo avec lui, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, alors que c'était faux, des choses comme ça. Donc sans jamais montrer la vérité de l'histoire au public, parce que nous on était en prison, on ne pouvait pas réagir. Eh bien, David ne peut pas décider de se fendre dans les réseaux sociaux alors que l'interview du type n'est même pas finie. Je n'ai pas regardé l'émission, c'est encore un ami aux États-Unis qui m'envoie le lien. J'étais à l'extérieur, où il disait que je suis sorti de la prison pour aller lui demander pardon à lui, à Moubenga, et il m'a donné quelques millions. Donc pendant qu'il était en train de... Soi-disant pour le deuil de votre papa. Le deuil de mon papa est décédé pendant que David et moi étions en prison. Et David sait ce qui s'est passé en prison. Le régisseur nous a appelés pour nous montrer le SMS qu'Amougou lui a envoyé, lui interdisant de me laisser aller enterrer mon père. Oui. Il s'est me révolté. Interdit par SMS au régisseur. Et quelque part, j'ai dit à Moubenga est la deuxième personnalité du Cameroun. De fait. Parce qu'aucun ministre ne peut ramener à compte courant la manière dont Moubenga a décidé. Voilà, vous voyez. Donc vous pouvez dire, Patrick, juré non sur le cœur, vous n'avez pas reçu 5 millions ou des millions d'Amougou pour aller en fait, bon, il a dit quelques millions, je ne sais pas. Il a dit quelques millions. Lorsque vous avez remis d'argent à quelqu'un, vous dites, je lui ai donné 100 millions. Moi, je vous ai donné les chiffres. Exact, les chiffres exacts. Clair. Voilà. Donc, quelques millions, ça relève du mensonge en réalité. Alors, David et moi avons subi ça en prison. Le régisseur, je le remercie, M. Landry Etundi, il a tout fait pour nous faciliter. Et lors du décès de mon papa, il m'a laissé partir avec une garde solide. Mais je vous assure que j'étais en train de faire le témoignage de mon papa, puisque je suis l'aîné, avec 10 ou 12 policiers qui sont partis de Bertois pour veiller à ce que je ne m'évade pas, comme si j'avais tué tout un village. Alors que je suis entré en prison innocemment, mais en étant la victime, puisque j'ai été spolié de ce qui me revenait de droit. Mais il a utilisé les tentacules qu'il a Yaoundé avec tout. Mais vous êtes sorti avec beaucoup d'embonpoint de prison, Patrick. Oui, parce que quand vous êtes en prison, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont en prison parce qu'ils savent qu'ils sont des malhonnêtes en réalité et qui sont dans le logement foutisme. Non, ils vivent là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un endroit aussi solidaire que la prison. On est très solidaire. C'est difficile de voir les gens manger seuls en prison. Parce que la nourriture qui arrive, tout le monde mange et puis on essaye d'avoir un destin commun, même si on n'est pas venu pour les mêmes causes. Alors, première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est un combattant comme nous, avec des convictions, la prison, c'est une étape parce que lorsqu'on est vraiment dans le combat, il y a 4 choses auxquelles on doit être prêt. Être humilié, être arrêté, être emprisonné et être tué. Sankara a fait la prison, Barbo a fait la prison, Kadhafi a fait la prison, Lumumba a fait la prison. Ils sont tellement nombreux, je ne parle pas de Mandela et tous les autres. Mais ils ont aussi été... et ils sont même restés dans la mémoire de beaucoup d'Africains. Donc, la prison n'est pas une étape mauvaise. C'est une étape qui vous donne une autre façon de voir le monde. Et on sort de la prison sur 2 axes. Soit on est totalement fini, soit on transforme cet enfer en paradis. Alors, ça se passe dans la tête. Je suis là-bas, chaque fois qu'il me rappelait des Sankara, les noms que j'ai cités, je pensais que j'étais rien vis-à-vis de ces gens. Alors je ne peux pas me plaindre. Si eux, ils ne se sont pas plaints, parce que nous avons vu des images, le Lumumba en prison et tout, ils ne se plaignaient pas. Mandela écrivait, et j'ai passé le temps à écrire. En prison. Un ouvrage. Même pas un ouvrage, à préparer des projets pour l'Afrique. C'est pour ça que je suis dehors en train d'implémenter. Nous en parlerons. Voilà. Nous en parlerons une prochaine fois. Tout à fait. Mais si et pour sortir de l'émission, puisque nous attendons. Et donc pour finir, je n'ai aucun ressentiment, aucun esprit de vengeance vis-à-vis de David, puisque il n'a fait que dire des choses qu'il ne comprenait pas. Donc je vais demander au très haut de le lui pardonner parce qu'il ne savait peut-être pas ce qu'il faisait. Merci infiniment Patrick Sapa. Merci d'avoir choisi la télévision Africa Television pour faire ces grandes révélations et merci d'avoir éclairé la lanterne de beaucoup d'Africains, de beaucoup de personnes, puisque dans cette affaire qui était vraiment au Cambodgesque, que beaucoup de personnes ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants. Merci d'avoir choisi Africa Television pour ces révélations et vraiment bon vent dans vos affaires. Merci, au plaisir de revenir.